Alors, je vais parler pendant une demi-heure, après on échangera. Donc, le principe est, si vous êtes là, d'ailleurs, vous n'êtes probablement pas des parents, vous êtes sans doute ce qu'on appelle des hyper-parents. Hein. Ça veut dire, non pas des parents, les parents accouchent d'enfants, ça a toujours existé, et ils tentent de les éduquer ou de les élever, en fonction du contexte social dans lequel ils sont, mais des hyper-parents accouchent d'enfants heureux et destinés jusqu'à la fin de leur vie. C'est une des caractéristiques qui font que les parents s'interrogent de plus en plus. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Alors, on parle de surmouvement, d'hyper-parents, des tas de mécanismes qui font qu'on va parfois peut-être en faire trop. Parce qu'il y a trois mécanismes qu'on va voir énormément apparaître chez les parents qu'on appelle hyper-modernes, hein, c'est-à-dire ces hyper-parents, qui sont les caractéristiques de l'hyperparentalité. Et l'hyperparentalité, elle est tout à fait explicable hein, sur le plan historique et sur le plan psychologique, du fait que nos enfants sont désirés. Comme ils sont désirés, ils sont quasiment programmés. À partir du moment où ils sont programmés, on devient responsable de leur bonheur, parce que on est responsable de leur venue sur Terre. Lorsque l'enfant était un accident, ou pouvait résulter d'un accident, on se sentait moins, sans doute en tant que parent, responsable de faire leur bonheur. Ce qui fait que, on va voir les conséquences que ça peut avoir, notamment sur le plan de l'intelligence émotionnelle, hein, puisque les enfants actuels ont une intelligence émotionnelle clairement moindre que les enfants des générations antérieures, parce que justement, on ne leur permet pas d'explorer ces émotions que sont la tristesse, la colère, la peur. Ils ont uniquement droit à une émotion qui est la joie. Un enfant qui est tout le temps content, c'est exténuant pour l'enfant et épuisant pour le parent, parce qu'il doit toujours être content, démontrer à son parent qu'il est un bon parent, donc il fait un enfant content, et on va avoir trois mécanismes qui sont caractéristiques des parents postmodernes, ce qu'on appelle les parents hélicoptères, on a déjà entendu parler, hein, ce sont des parents qui vont en permanence surveiller ce que fait leur enfant, parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Vous savez que les enfants explorent de moins en moins, hein, actuellement on considère qu'ils ont droit, en termes de territoire au-delà de la maison, à 300 mètres. S'ils ont à peu près entre 10 et 14 ans, ils peuvent aller à 300 mètres seuls autour de la maison. Il y a 3 ans, c'était 800 mètres. Tendance à réduire le territoire de nos enfants. Il y a 5 ans, on était de l'ordre du kilomètre et demi, et il y a 15 ans, on pouvait aller jusqu'à 5 km, 10 km, parce qu'on allait pêcher et on allait balader les enfants tout seuls. Actuellement, c'est pas vrai, on ne le fait plus. Et donc, on va les faire bouger beaucoup, c'est vrai, mais pas beaucoup tout seul. Hein. Un enfant, 70% du temps pendant lequel il va être amené à bouger, il va le faire dans la voiture de ses parents. Parce que les enfants ne voyagent plus seuls, ne bougent plus seuls, n'explorent plus seuls. Alors, il faut un peu tordre le cou à l'idée que nos enfants explorent plus que les enfants des générations précédentes. C'est pas vrai. On revendique beaucoup d'autonomie, mais on va aussi réclamer et favoriser énormément de dépendance parce qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Ça, c'est le parent hélicoptère, qui est ce parent qui constamment surveille, contrôle. Le GSM, il participe, t'es où, tu fais quoi? Avec comme réponse évidemment de l'enfant aussi, quand il vous appelle, comment ça se fait que tu ne me réponds pas tout de suite, comme si le GSM était un élément de réassurance qui permettait de contrôler partout, tout le temps, avec sur ce plan de ces parents hélicoptères, énormément aussi d'épuisement. Deuxième caractéristique, ce qu'on appelle les parents drones. C'est un hélicoptère un peu spécial, c'est-à-dire c'est toujours aller essayer de faire le mieux pour mes enfants. Il faut qu'ils aient le meilleur. Il faut qu'ils fassent les activités les plus intéressantes, les plus épanouissantes, c'est vrai, mais aussi celles qui sont le plus valorisées. On ne va pas nécessairement le laisser faire ce qu'il a envie de faire, on va faire ce qui semble plus profitable à son avenir. On ne vit pas trop au présent, on vit pour l'avenir. On va lui faire des trucs qui ne l'amusent pas nécessairement beaucoup, mais qui rassurent le parent sur l'idée que, eh bien, je fais le mieux pour lui. Il a toujours ce qu'il y a de mieux, parce qu'il est quelque chose de, effectivement, devenu précieux. Hein. Un des éléments aussi, c'est que l'enfant est plus rare qu'auparavant, et comme il est rare, il est devenu plus précieux. Donc, cette conjonction va aussi ramener le troisième type de symptômes parental, ce qu'on appelle les parents curling. Le curling, c'est un sport où vous lancez un palais, puis il y a des gens qui balayent devant vous, pour que le palais arrive le plus près possible près de la cible. Ça, c'est aussi ce qu'on fait quand on veut absolument que nos enfants soient heureux. On veut absolument qu'ils soient les plus heureux possibles. Et donc, on va balayer pour surtout que ce soit des enfants qui ne passent pas à côté du bonheur, parce que sinon, nous, en tant que parents, on ne sait plus où se mettre. Ça explique des phénomènes comme la
tendance des parents, quand ils font des devoirs avec leurs enfants, à s'énerver. Il y en a ici qui font les devoirs avec leurs enfants et qui s'énervent. Qui le fait? Personne? Ça m'est arrivé. On a affaire à des parents qui ne font pas de devoirs. Bon, avec leurs enfants, ils sont trop vieux. Parce que, quand même. Donc, et ceux qui font des devoirs le savent très bien. On a des mécanismes qui se mettent en place qui font que quand l'enfant ne réussit pas son devoir, le parent se sent très très mal et donc va multiplier des démarches qui sont contre-productives sur le plan pédagogique d'ailleurs, hein, qui sont de s'énerver, de crier, de donner des réponses en criant, simplement parce que eh bien, le fait qu'il ne nous donne pas, on va voir que c'est un élément qui corrobore un peu le problème, la problématique du temps. L'idée que l'apprentissage prend un temps différent pour chacun, tous les enseignants, même les parents un peu avertis des problèmes pédagogiques, le savent. Hein, la bosse des maths, c'est pas quelque chose qui existe réellement et qui supposerait que certains apprennent plus vite que d'autres. Tout le monde apprend, mais il faut un temps un peu différent pour l'un et l'autre. Le parent a beaucoup de mal à accepter l'idée du temps qui passe. Et donc il va mettre dans l'acte pédagogique que constitue le devoir, par exemple, énormément d'angoisse, énormément d'anxiété. Il ne supporte pas l'idée que son enfant n'apprenne pas vite, qu'il n'apprenne pas, en tout cas, aussi vite que le petit voisin. Tu ne sais pas faire 7 plus 5, alors que lui, il sait déjà faire 7 plus 15. Et on va prendre un purin pour essayer de faire rentrer des opérations logiques dans la tête de son enfant. Or, on le sait, c'est pas comme ça que ça rentre dans la tête d'un enfant. Ça rentre par inside, les opérations logiques, c'est-à-dire qu'il va dormir, et puis il y a comme une espèce d'illumination qui se fait, il comprend. Comme on est des hyper-parents, on a tendance à angoisser. Quand ils n'arrivent pas à nous donner les bonnes réponses, donc à nous rassurer, eh bien on a cette tendance à vouloir imposer les mathématiques comme quelque chose qui doit nécessairement nous rassurer parce qu'ils le maîtrisent. Je suppose qu'il y a des pas très bons en maths ici. Il y a des gens qui ne sont pas bons en maths. Oui. Il y a des gens qui sont très forts en maths aussi. C'est un peu plus rare, mais il y en a. Non? S'il y avait eu quelqu'un de fort en maths ici, il nous aurait expliqué que les maths c'est amusant. Parce que pour quelqu'un qui est fort en mathématiques, les mathématiques, c'est effectivement, et plus c'est dur, plus c'est bon. Hein. Donc ils font des mathématiques de plus en plus. Et le fameux Eureka d'Euclide, c'est l'équivalent biochimique d'un orgasme. Hein. C'est un super contentement, avec une bouffée biochimique. On est super content de réussir l'exercice mathématique, parce que l'apprentissage, et les enfants en maternelle le démontrent chaque jour, l'apprentissage crée du plaisir, de manière nette. Tout l'enjeu de l'école sera de transformer ce plaisir que l'on reçoit à apprendre, y compris dans un acte qui est un acte de découverte relativement compliqué. Hein, quand vous dénouez un problème compliqué, il y a une espèce d'euphorie que les mathématiciens connaissent bien. Le problème, c'est que quand on devient mauvais en mathématiques, et on le décide généralement très tôt dans son développement, eh bien on va transformer ce plaisir d'apprendre en anxiété de ne pas donner les bonnes réponses. Notamment parce que les gens qui se préoccupent de nous s'énervent en essayant de nous faire apprendre des choses, parce qu'ils sont parasités par ce temps. Ils ne nous laissent pas le temps d'apprendre, ils ne nous laissent pas le temps de s'installer dans le plaisir d'apprendre. Et c'est ça qu'un parent va devoir faire, c'est laisser à l'enfant le plaisir d'apprendre des choses, parce que dès que vous contrariez ce plaisir, surtout quand dans les apprentissages on le transforme en anxiété, eh bien l'anxiété parasite la part du cerveau qui est nécessaire pour faire des apprentissages en mathématiques. Et donc un enfant anxieux ne sait pas faire de mathématiques, et il va donc en faire de moins en moins, et il ne va pas myéléniser ses circuits cérébraux, ce qui fait qu'il va aller de moins en moins vite pour donner des bonnes réponses. Et toute la structure scolaire est organisée non pas pour favoriser l'échec, mais bien pire que ça, l'autosélection de l'enfant très précoce. Les maths, c'est pas pour moi. Et on commence dès les premières années primaires, voire en secondaire, à s'auto-sélectionner, à décider qu'on n'est pas bon, avec la complicité des parents, avec la complicité des enseignants, qui disent effectivement, il n'est pas bon là-dedans, pas bon en maths, pas bon en français, pas bon en école. Et puis vous aurez des schémas comme ça de dégringolade dans un système scolaire. On tombe du général en technique ou en professionnel, comme si ce n'était pas un choix positif, mais qu'on dégringolait nécessairement, avec de l'autosélection très précoce. Hein. Ceux qui ont décidé qu'ils étaient mauvais en mathématiques, allez penser au moment où vous avez pris cette décision-là, il y a quand même relativement longtemps, c'est très tôt dans le développement, simplement parce qu'on perd le plaisir d'apprendre, on remplace ce plaisir d'apprendre par anxiété face au geste d'apprentissage. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement, hein? Si dès que vous voyez des chiffres, celui avec lequel vous allez partager l'acte d'apprentissage
se met dans une posture d'agressivité par rapport à vous. Chez les enfants, hein, quand on croit que les enfants ont peur des sorcières, ils n'ont pas peur des sorcières parce que les sorcières sont laides. Hein. Sinon, ça laisserait penser qu'un enfant dont la maman n'est pas terrible aurait peur de sa maman. Mais ce n'est pas vrai. Les enfants n'ont pas peur de la laideur. Ils ont peur de la transformation. La colère fait beaucoup plus peur à l'enfant que la laideur. C'est-à-dire quelqu'un qui a maman qui a une voix si douce, si agréable, etc., puis qui se met à hurler pendant les devoirs, qui se transforme physiquement, ça fait terriblement peur à l'enfant. Et c'est là qu'on trouve l'origine de la peur des mathématiques, hein, et ceux qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas bons en mathématiques, si je leur dis un exercice en mathématiques, et on ne sort pas d'ici tant qu'il n'est pas réalisé, directement vous aurez une bouffée d'anxiété, vous ne saurez pas le faire, même s'il est relativement simple, simplement parce que la simple vue des chiffres crée des bouffées d'anxiété. C'est pour ça que les enfants, effectivement, qui sont amenés à rassurer leurs parents en réalisant des apprentissages, voire des surapprentissages. Hein. Quand on voit certains agendas d'enfants, c'est terrifiant. Hein. Ils vont apprendre plein de choses, ils vont faire eux-mêmes d'ailleurs ce qu'on appelle le multitâche, hein, de plus en plus. Maintenant, les appareils numériques vont leur faire plein de choses en même temps. Hein. En même temps, ça sert Internet, ça sert aussi Facebook, ça sert d'espace de communication, ça sert de plein de choses. Et les enfants vont être d'une certaine manière surstimulés. Non pas parce qu'ils l'ont décidé, ça c'est l'acte de plaisir que l'enfant prendrait lorsqu'il veut apprendre beaucoup, aucun souci avec ça, mais surstimulé par un environnement qui va à un moment donné vouloir se rassurer. Et on va voir que ça va créer d'ailleurs des pathologies nouvelles, les enfants hyperkinétiques, et ceux qu'on appelle les surdoués. Alors, les hauts potentiels par exemple. Hein. Alors, quand je viens d'une région, le Brabant Wallon, où il y en a énormément. Hein. Quand je fais une conférence sur le surdon au Brabant Wallon, il y a énormément de gens parce qu'ils ont tous l'impression que leur enfant est surdoué, qu'il est haut potentiel. Quand je fais la même conférence à Charleroi, il y a moins de monde, parce qu'ils n'ont pas l'impression que leur enfant a des hauts potentiels. Et on peut ouvrir les cerveaux des uns et des autres qui ne sont pas constitués différemment. Simplement, vous avez des enfants, dans ma pratique privée, je reçois des enfants en difficulté éducative, notamment ceux qui vont développer ce qu'on appelle les phobies scolaires, hein, qui est un des grands symptômes actuels chez ce type d'enfants, à haut potentiel, prétendus à haut potentiel, font plus facilement que les autres des phobies scolaires au moment notamment de l'entrée en secondaire. Et vous avez des parents qui m'amènent cet enfant en disant il a un haut potentiel. Je dois déjà leur dire non, il n'est pas à haut potentiel. Il est surstimulé sur le plan scolaire. Alors, vous voyez des parents qui regardent leurs pieds un petit peu quand même, hein, parce qu'ils sont un peu déçus. Parce qu'on leur affirme que l'enfant n'est pas à haut potentiel. Simplement, il est surstimulé sur le plan scolaire. Si vous faites en sorte que l'enfant apprenne à l'avance ce qu'il va apprendre à l'école, il va très peu s'intéresser d'abord sur les apprentissages qu'on va faire à l'école, mais il sera plus performant. Alors, comme ses parents vont en plus tester leur enfant auprès de psychologues qui ne font que des QI, c'est-à-dire des tests non pas d'intelligence, mais d'adaptation scolaire, eh bien, vous avez un système qui se renforce. Et des parents qui ont le sentiment que leurs enfants sont à haut potentiel, d'autres ayant d'ailleurs le sentiment que le leur est à bas potentiel, simplement parce qu'il a une adaptation scolaire plus compliquée, plus difficile. Et donc on est dans ce mécanisme de surstimulation. L'enfant hyperkinétique aussi, on va voir les origines de ce qui est, non pas une pathologie qui n'existe pas, hein, mais qui est une sociopathie, c'est-à-dire une pathologie qui n'existe que dans un système social déterminé. Vous ne trouverez pas d'enfants hyperkinétiques en Afrique noire. Fouillez, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas d'enfants hyperkinétiques dans les années 70. Ça est apparu dans le début des années 80, avec le contexte d'ailleurs d'hyperparentalité. Ce sont des enfants qui sont en déficit d'intelligence émotionnelle, très clair, qui sont incapables de contrôler les émotions qu'ils ne traversent pas. Si vous ne laissez pas vos enfants vivre des émotions, parce que vous ne voulez absolument pas qu'ils soient tristes, pas qu'ils aient des chagrins, je connais des parents qui négocient avec les petits amis de leur fils pour qu'ils ne la quittent pas, parce que mon fils est beaucoup trop triste, et on ne supporte pas l'idée qu'ils aient des chagrins d'amour, par exemple. Et donc on va éviter toute peine à l'enfant de manière continue. Bon, il faut que nos enfants soient tristes, il faut qu'ils traversent des épreuves qui leur permettent de savoir qui ils sont face à la tristesse. C'est ce qui va leur permettre d'ailleurs d'être humains. Les grands singes ont des émotions, la tristesse, la peur, la colère, la joie, ils connaissent, mais aucun ne fait un état d'âme avec son émotion, c'est ce qui fait de nous un être humain intelligent, c'est-à-dire capable de faire porter l'émotion sur un objet précis, d'en faire une histoire et de le constituer en souvenir. Vous ne trouverez aucun grand singe. Vous trouvez un jour un gorille en train de raconter un chagrin d'amour à un autre gorille, ce ne sont pas des gorilles, ce sont des êtres humains déguisés, mais ça ne peut pas être des gorilles. Parce que la constitution en souvenir d'une émotion, c'est ce qui va faire l'intelligence émotionnelle.
Mais si on empêche nos enfants d'être tristes, parce qu'on se dit, mon enfant, il doit être content tout le temps. Il doit être dans l'euphorie perpétuelle et je vais essayer de lui éviter tout échec, toute difficulté. On va faire comme si la mort n'existait pas, par exemple. Hein. On va éviter complètement, les grands-mères actuellement ne meurent plus pour les enfants, elles s'éteignent. Pour un enfant, c'est une bougie. Hein. Métaphore, il ne connaît pas bien. Si mamie s'est éteinte, c'est mamie, c'est une bougie. Mamie est montée dans le ciel, ils vont attendre qu'elle retombe. Hein. Et mamie est partie faire un grand voyage, qu'elle revienne. Mamie est morte. Songez même à cette phrase-là. C'est très difficile à dire pour un adulte actuel, parce qu'on suppose qu'on va devoir affronter ce qui nous angoisse, nous aussi, c'est-à-dire la mort. L'animal de compagnie qui est le plus donné dans les familles actuellement, c'est lequel, selon vous? Qu'est-ce qu'on donne le plus aux enfants comme animal de compagnie? Comment? Le poisson rouge. Il y a 30 fois plus qu'il y a 10 ans, parce que le poisson rouge, d'abord pour s'attacher au poisson rouge, il faut quand même être un petit peu allumé, hein, donc la plupart ne s'attachent pas à leur poisson rouge, et surtout, il est transposable. Quand il est mort, on en met un autre, on dit regarde, il n'est pas mort. Et donc l'attachement ne se manifeste pas, d'ailleurs on donne très peu de noms au poisson rouge. Hein. L'attachement se réalise quand vous donnez un nom à l'animal auquel vous êtes censé vous attacher. On ne donne plus de chien, plus de chat, parce qu'il risque de mourir. Hein. Je dis souvent aux parents, offrez des animaux mortels hein, à vos enfants, pas des animaux morts. Hein. Ça c'est cruel, mais des animaux mortels, et n'essayez pas la tortue. L'enfant est mort avant. Hein. Et donc surtout, vous donnez des animaux dont l'enfant va pouvoir éprouver la tristesse de voir mourir, parce qu'il va savoir qui il est. Songez à vous souvenir, hein, on a tous eu des moments de tristesse qui nous ont constitués par rapport à une émotion. Ça, ce sont des expériences importantes, mais dont on va se priver de plus en plus l'enfant au bénéfice, on va le voir, d'apprentissages qui sont imposés par l'adulte et qui procurent très peu de plaisir à l'enfant. Même chose pour la peur. Hein. Les enfants ne sont pas censés avoir peur, on va faire en sorte qu'ils évitent d'avoir peur. Si vous avez un petit garçon, une petite fille de 5 ans qui a peur des monstres dans un placard, vous faites quoi? Il vient vous voir et vous dit j'ai peur des monstres qui sont dans le placard. Qu'est-ce que vous faites? On descend avec lui dans la cave. Comment? On descend avec lui, dans la cave ou dans l'armoire et on monte, il n'y a pas de monstre. C'est ce que font la plupart des mamans. Elles expliquent à l'enfant qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Évidemment que c'est très compliqué pour un enfant, parce qu'il n'était pas dans l'armoire. Hein. Vous saviez bien qu'il n'y avait pas de monstre dans l'armoire. Il n'a pas pris grand risque en ouvrant l'armoire. Il est dans le néocortex de l'enfant. Tous les enfants, et plus ils vivent dans un monde sécurisé, plus ils vont avoir besoin de se créer des peurs enfantines. On a tous eu hein, des cauchemars, des peurs qu'on va avoir, pour savoir qui on est face à la peur. Ça sert à ça la peur enfantine. Hein. Vous apprenez comme ça, savoir comment vous traversez une émotion. Si vous dites il n'y a pas de monstre dans le placard, l'enfant va se mettre à avoir peur de sa peur. La peur de la peur, c'est ce qu'on appelle l'angoisse. L'enfant qui ne se sent pas autorisé à avoir peur. Pour être autorisé à avoir peur, il faut beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus profitable de le faire de cette manière-là, c'est de dire à l'enfant, tu as peur, c'est normal que tu aies peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je pense que les monstres n'existent pas, mais je comprends que tu puisses imaginer que des monstres existent. Je suis là et on met une petite veilleuse. Pas dire n'aie pas peur, hein. Il a le droit d'avoir peur. Je me souviens d'une maman, c'était pas très loin d'ici, c'était au Forum de Liège, plein de monde. Et puis à la fin, il y a des questions-réponses. Et puis il y a une maman qui lève son doigt, et c'est sur l'intelligence émotionnelle de l'enfant, et la maman me dit voilà, mon petit garçon a peur des dragons, et tous les soirs, il vient chercher mon mari, qui est, selon lui, le seul tueur de dragons efficace. Donc, il a toujours cherché son papa, le papa se levait, allait tuer le dragon, etc. Et le papa était là à côté, il n'avait pas l'air de trouver ça très passionnant d'être tueur de dragons, mais il l'avait fait pendant des années, et au bout d'un moment, ils ont arrêté en disant ben, il n'a qu'à venir dormir au milieu de nous. L'enfant a 10 ans, et la maman me demande est-ce que c'est normal qu'il dorme encore entre nous deux. Vous avez quand même plein de monde comme ça, si je dis oui, c'est normal, moi j'ai l'air complètement idiot, hein. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas non plus dire à cette maman non, c'est pas normal, parce que c'est elle qui devient ridicule devant plein de gens. Donc je vais faire ce qu'on fait toujours en pédagogie, on ne répond pas aux questions, on pose une autre question. La seule question que je peux poser à cette maman, c'est en quoi est-ce que la peur de votre enfant vous empêche à ce point dormir? À partir de là, on a une émotion, effectivement, que le parent doit recevoir. On doit avoir des enfants qui sont capables de supporter la peur. On doit avoir des enfants qui traversent des épreuves de tristesse. Vos chagrins d'amour, vous vous en souvenez. Si je vous demande d'ailleurs d'y penser, pensez
quelques secondes, sauf si c'était trop frais, hein, mais à votre premier chagrin d'amour, oui, si c'est trop frais, j'en pleure, j'ai un mal de chien après. Donc, si c'est pas trop frais, pensez à votre premier chagrin d'amour. Allez-y, pensez-y, vous souriez. Pourtant, à l'époque, vous n'avez certainement pas souri. Hein. Vous avez hurlé, vous avez pleuré, vous avez eu des tas d'émotions. Des années après, vous avez simplement fait avec votre émotion, la tristesse, ou la colère, mais souvent la tristesse, vous avez fait un chagrin. Et ce chagrin, vous en avez fait une histoire qui est devenue un souvenir qui vous a appris à aimer de manière plus profitable pour vous et sans doute pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on sourit face à ces chagrins d'amour. C'est la troisième cause de consultation, la phobie scolaire, la première. La deuxième, je vous en parlerai tout à l'heure, ce sont ces enfants qui sont en retrait par rapport aux apprentissages. La troisième, c'est les chagrins d'amour. On amène des enfants, des adolescents, des adolescentes, avec des chagrins d'amour. Je n'ai pas fait grand-chose, hein. Je donne un mouchoir. Et il pleure. Il pleure, et puis la maman revient systématiquement après. C'est souvent elle qui m'amène l'enfant, ou l'adolescent. Me dit, est-ce qu'elle va mieux? Mais non, elle ne va pas mieux. Moi, je ne lui ai pas rendu son petit ami. Et elle continue à pleurer, raconter son émotion. Ça ne vous fait pas aller mieux. Hein. Si vous racontez une émotion que vous avez vécue, vous allez revivre cette émotion et vous allez effectivement mal la vivre. Hein. Simplement, je peux espérer qu'en ayant raconté son chagrin d'amour, en ayant fait une histoire, elle va pouvoir apprendre à mieux se connaître face à la tristesse et s'approprier à ce moment-là son chagrin d'amour pour en faire quelque chose, un bouquet de fleurs qu'elle offrira à quelqu'un d'autre un jour, plutôt que quelque chose dans lequel elle ne sait pas très bien qui elle est, et dans lequel surtout elle n'a pas été autorisée à raconter cette tristesse. C'est tout le problème des parents, des hyper-parents, qui n'autorisent pas leurs enfants à raconter leur tristesse, leur chagrin notamment, et je travaille beaucoup dans le harcèlement scolaire, par exemple, avec le harcèlement, qui est effectivement cette deuxième cause de consultation des enfants que je reçois, ces enfants qui vivent des situations difficiles sur le plan relationnel dans leur école, et qui n'osent pas en parler à leurs parents, parce qu'ils disent, si j'en parle à mon parent, il va être terriblement triste. Et donc, au-dessus de mon chagrin, j'aurai en plus leur peine. Je ne vais donc pas raconter ce que je suis en train de causer, de vivre comme difficulté, parce que sinon, ils vont être tristes de me voir triste, et je dois en plus supporter leur tristesse, et mon chagrin va devenir de la peine, c'est-à-dire quelque chose de trop lourd à porter. Quand la tristesse devient une émotion problématique, quand la peur devient peu autorisée, et quand la colère est interdite, parce que eh bien, les enfants attrapent des colères sur leur colère. Et voilà l'enfant hyperkinétique. C'est un enfant qui ne peut plus explorer ses émotions, qui donc va tout faire passer par la colère, et qui va attraper une forme de colère de sa colère. Dès qu'il sent la colère arriver, parce qu'il ne sait plus contrôler son émotion, il commence à s'emballer dans son contenu émotif, et il attrape des crises de colère permanentes. Résultat, tout le monde arrête de chercher sur le plan pédagogique. On va voir un médecin qui donne un dérivé d'amphétamine, et on ne réfléchit plus à ce qui pose problème actuellement, c'est-à-dire ces déficits majeurs d'intelligence émotionnelle. Au Québec, ils sont en train enfin d'avancer là-dessus, hein, et ils arrêtent de parler d'hyperkinésie, mais de déficit de troubles de l'intelligence émotionnelle. Vous devez aller voir qu'un seul film cette année, allez voir Momie de Dolan. Hein, ceux qui l'ont vu sauront de quoi je parle. C'est un film absolument remarquable qui explique ce qu'est un enfant hyperkinétique, c'est-à-dire quelqu'un qui est absolument incapable de vivre des émotions dans un espace contenant. Avec un adulte qui dit « tu es triste ?» Ben, tu es triste, ok, c'est normal. Décevez vos enfants. Hein. Il faut que les enfants vivent des déceptions. Actuellement, le parent n'accepte plus l'idée que son enfant puisse être déçu. S'il hésite entre 3 cadeaux, il prend les 3, pour être sûr que l'enfant ne soit pas déçu. Ben non, un enfant déçu, c'est un enfant qui éprouve un état d'âme, la déception, par rapport à la tristesse. Il s'attendait à recevoir autre chose et il reçoit quelque chose qui n'est pas ce qu'il voulait. Là, c'est rien. Tu es déçu, je peux l'accepter. La colère, même chose qu'un enfant. Il faut accepter l'idée qu'il soit en colère. Regardez une maman devant un grand magasin. Quand elle rentre avec son enfant, elle lui dit, fais gaffe. Hein. La dernière fois que tu es venu ici, tu as fait des crises pas possibles. Si ça recommence, je t'assure, on ne fera plus jamais de courses, etc. Suivez cette maman, l'enfant va faire une colère très rapidement. S'il ne la fait pas tout de suite d'ailleurs, il va la faire à un moment bien précis quand elle va être coincée devant la caisse avec des bonbons juste à côté. C'est exprès. Hein. Et donc l'enfant va réclamer un bonbon. La caissière, dont c'est la fonction principale, va vous regarder et évaluer votre parentalité. Vous aurez le choix entre deux rôles. La maman qui craque tout le temps, c'est-à-dire faible, fragile, qui dès que l'enfant réclame, craque, dès que l'enfant se met en colère,
ou la maman qui laisse hurler son enfant, ce qui n'est pas non plus très confortable à vivre dans ces deux rôles-là. Qu'est-ce qu'il a compris, l'enfant? Maman ne supporte pas mes colères. Et comme elle ne supporte pas mes colères, je vais pouvoir les utiliser pour infléchir ses comportements. C'est ce qui explique qu'il vaut beaucoup mieux dire à l'enfant, écoute, tu vas rentrer dans le grand magasin, il y a des trucs dont tu auras envie, tu ne les auras pas, et tu seras sûrement en colère, mais je m'en fous. Là, vous ferez vos courses beaucoup plus tranquille, parce que vous êtes dans des émotions qui ne portent pas à conséquence sur le parent. Le gros problème, et on va en parler maintenant de la surconsommation, de la surstimulation de l'enfant, c'est que c'est souvent une angoisse du parent. Le parent se dit, mais est-ce que vraiment je fais tout pour cet enfant? Est-ce qu'il est suffisamment armé? Il s'ennuie, mince. Évidemment qu'il s'ennuie, heureusement qu'il s'ennuie. Surtout l'adolescent, d'ailleurs. L'adolescent est quelqu'un qui doit naturellement s'ennuyer. Si vous avez un enfant adolescent qui ne s'ennuie pas, il va rester figé dans les comportements, dans les conduites qu'il amusait étant enfant, et il n'évoluera pas. Les adolescents le savent très bien. Ils savent vivre un ennui non problématisé. Ils ont appelé ça le glandage. Glander, c'est s'ennuyer sans que ce soit un problème. Et ce n'est pas un problème pour eux. La crise adolescente n'est pas la crise de l'adolescent, c'est la crise de son parent, qui ne supporte pas de le voir vivre dans un présent non problématisé. Je n'ai pas dit dans l'instant. Hein. L'instant déconnecté du reste peut être un problème. C'est les conduites à risque, ce n'est pas nouveau, hein, Fureur de vivre de James Dean, c'est bien plus ancien que cela, et c'était le même mécanisme dans lequel vous aviez des conduites déconnectées du temps. Lorsqu'on parle du présent, c'est un coup d'arrêt que l'adolescent donne à son développement, parce que s'il allait trop vite, il serait probablement mangé par l'anxiété. Tous les adultes, actuellement, marchent beaucoup trop vite. Hein. Si vous vous regardez dans une rue, vous allez voir que par rapport à la démarche naturelle d'un être humain, on a l'impression qu'on est aspiré par quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui nous poursuit. On marche terriblement vite parce qu'on ne sait pas faire. Et en Afrique noire, par exemple, ils marchent beaucoup plus lentement que nous. Ils chaloupent quand ils marchent. Ils ne marchent pas dans une démarche directe, hein, qui donne l'impression qu'on est hyper pressé, mais ils chaloupent et ils marchent dans une démarche beaucoup plus naturelle parce qu'ils ont le temps, hein, ils le disent. Hein. Vous avez la montre, nous on a le temps, parce qu'ils sont capables de vivre dans un présent non problématisé. Et je l'ai constaté d'ailleurs dans un endroit où j'étais avec un collègue, c'était à Ceuta, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une enclave espagnole en territoire marocain, où vous avez énormément de candidats réfugiés politiques, donc des gens qui ont traversé le désert, qui viennent de l'Afrique subsaharienne, et qui vont traverser le détroit de Gibraltar avec des vents énormes. Il y a énormément de mortalité à l'époque, était énorme, hein, parce qu'ils passaient par ce petit espace dans lequel il y avait des vents épouvantables, et donc sur des radeaux, ils passaient le détroit de Gibraltar, il y a plein qui tombaient dans l'eau, c'était épouvantable. Quand vous les voyez, ils ont le temps, réellement. Ils ont ce que Boris Cyrulnik appelle la capacité d'aller à la plage. Ils sont là, ils restent le long de la plage. Ils ne font pas comme nous, hein. Nous on bronze, hein, donc on est déjà dans l'avenir. Hein. Eux, ils sont dans le présent, uniquement dans le présent. Je me souviens, je vais rentrer à mon hôtel, je n'avais plus rien à faire, et je me dis, je vais faire un petit exercice, je ne dépasse personne. Ah ben, c'était impossible. J'avais l'impression d'être contraint à marcher au ralenti, alors que eux avançaient à une vitesse tout à fait naturelle. Moi, je n'arrivais pas à marcher, à me contraindre à ne pas marcher vite, parce qu'on est habitué, on est formaté maintenant pour marcher de plus en plus vite, et on ne sait plus se laisser aller à chalouper de cette manière-là. Et un de mes collègues m'explique, il dit, tu sais, ces gens-là devraient être perclus d'anxiété. En principe, ils vont traverser la nuit, ils vont traverser le détroit de Gibraltar. Si je vous dis que vous avez une chance sur 10 de mourir cette nuit, vous allez être hyper anxieux. Eh ben, eux, pas du tout. Quand vous êtes dans un schéma d'anxiété aussi massif, la meilleure façon de le gérer, c'est vivre dans un présent non problématisé. Quand on leur disait, mais n'avez pas peur pour ce soir, ils vous répondaient un truc du style, mais c'est dans 4 heures, j'ai bien le temps d'avoir peur. Je ne vais pas pourrir mes 4 heures en ayant peur. Pendant les 4 heures, le présent n'est pas problématisé. Ils doivent se délester d'un passé qui est quand même très douloureux. Hein. Ils ont traversé le désert parce qu'ils ont vécu des choses épouvantables. Ils ont un présent qui est relativement satisfaisant et un avenir qui est profondément anxiogène. C'est exactement la posture de l'adolescent. L'adolescent doit se délester de son passé. Son avenir est quand même relativement anxiogène. Il doit devenir quelqu'un. Pas simple pour un adolescent, hein, de devenir quelqu'un dans une société dans laquelle vous avez la responsabilité de ce que vous construisez. Dans les sociétés de reproduction, hein, quand être adolescent signifiait devenir boulanger, parce que mon père était boulanger, mettre un costume de boulanger,
C'était pas trop compliqué. Dans nos sociétés, vous devez devenir quelqu'un et vous êtes responsable de tout ce que vous faites pour construire un personnage à partir de ce qui est considéré comme quasiment devinable. C'est-à-dire que vous allez construire quelqu'un. C'est terriblement anxiogène et la pression identitaire est très forte. Résultat, l'adolescent, lui, vit dans un présent dans lequel il ne se pose pas la question de son avenir, il sait qu'il le maîtrise, pas déconnecté de son avenir. Quand je vois des adolescents qui glandent, ils savent très bien qu'à un moment donné, ils vont se mettre en mouvement, mais ils freinent des deux pieds, parce que le mouvement dans lequel veulent les aspirer les parents est un mouvement qui répond à leur angoisse, à eux, de parents, leur anxiété. Il faut absolument qu'il me prouve qu'il est en train de devenir quelqu'un. Et donc, vas-y, fais des choses, multiplie les choses. Il y a d'ailleurs deux espaces où les parents deviennent complètement fous, l'école et les terrains de foot. Regardez les parents le long des terrains de foot, ils ont complètement perdu la tête et ils se mettent une pression énorme sur leurs enfants pour que leur enfant devienne quelqu'un. Comme ça, ils ont l'impression, c'est ça le parent curling dont je parlais tout à l'heure, ils ont l'impression d'avoir réalisé leur tâche de parent. Dès que vous allez émettre un comportement qui va rappeler ces excès parentaux que sont les parents drones, les parents hélicoptères ou les parents curling, vous allez voir très très vite les adolescents, notamment, remettre ça en question. Par exemple, on veut absolument des enfants qui vivent dans un cadre hyper sécurisé. Je vous l'ai dit, 300 mètres au-delà de la maison, et au-delà, il n'est plus possible d'explorer. Eh bien, les adolescents vont inventer des nouvelles façons d'être, avec des conduites à risque, avec l'urbex par exemple, qui est une manière d'aller dans les entreprises, dans les usines désaffectées, faire des photos de soi, c'est relativement dangereux parce que vous allez dans des espaces qui ne sont absolument pas sécurisés, et puis fixer sur Internet comme si c'était votre propriété. C'est une pulsion exploratoire qui existe chez tous les enfants, mais qui est complètement brimée par des parents qui ne supportent pas l'idée que leurs enfants leur échappent, et surtout échappent et prennent le risque d'un accident, de la mort, de tout ce qui va créer de l'angoisse chez le parent. Tout reste ici et explore. Et les adolescents, d'ailleurs, les plus soumis, vont réagir tout à fait positivement à cette injonction paradoxale, reste sous mes yeux, mais explore en même temps. Ils vont se figer sur un ordinateur. Et ce qu'on appelle les hikikomori ou les hardcore gamers, ce sont des pathologies aussi nouvelles qu'on voit manifester parce que le comportement parental a été tout à fait ambigu. C'était en même temps, ça me rassure qu'il soit là près de son ordinateur, et en même temps, ça m'agace qu'il soit tout le temps près de son ordinateur. Ce qui fait que la gestion des écrans par le parent est devenue très problématique. Il y a en même temps quelque chose qui nous rassure parce qu'il ne bouge pas, et donc on va très tôt, par exemple, mettre un ordinateur dans sa chambre, ce qui est un très très mauvais signal pour l'enfant, puisque les chambres actuellement des enfants sont à la fois l'endroit où on travaille, l'endroit où on s'amuse, et l'endroit où on dort. On peut contrôler l'espace maintenant de cette manière-là, parce que l'ordinateur, le bureau, le lit, tout ça dans un espace qui appartient à l'enfant et à l'adolescent très très tôt. La plupart ont maintenant une télévision aussi, et donc ils vont devoir gérer eux-mêmes ces occupations qui vont leur permettre effectivement, non pas la surstimulation, mais l'autostimulation. Ça, c'est aussi un refuge de l'adolescent qui rend la position de parent très compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse devant son ordinateur? Comment faire pour l'activer? Parce qu'on parle de surstimulation. Je fais aussi des conférences pour parler beaucoup de la sous-stimulation lorsque des parents viennent en disant « mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien d'autre qu'être devant son ordinateur. » Il faut d'abord qu'ils apprennent, les parents, que devant l'ordinateur, l'enfant fait tout sauf rien. Il fait des activités qui ne sont pas contrôlées par l'adulte, c'est vrai, mais il ne fait pas rien. Dans un film qu'on a tourné, on montre à un moment donné des parents, donc avec un adolescent, et les parents, vous savez, c'est un dimanche après-midi, les parents disent à leur fils adolescent, on n'irait pas prendre un bol d'air. Aller voir des meubles, ça c'est l'activité typique des parents le dimanche après-midi, aller voir des salons, etc. Et l'adolescent répond non, je préfère jouer avec ma PlayStation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas bien? Vous avez l'impression que c'est bien? Donc l'adolescent dit non, je ne vais pas prendre le dimanche en famille, non merci, je préfère jouer avec ma PlayStation. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut le laisser faire, c'est dommage. Allez-y, Imaginez que votre enfant vous dit je ne vais pas. C'est normal, c'est certainement normal, parce que ce qu'on leur propose est moins stimulant que ce qu'ils sont en train de vivre, mais beaucoup de parents disent c'est quand même dommage, parce que ça casse la vie de famille, cet ordinateur, et on va commencer à diaboliser l'ordinateur. C'est souvent ce qui arrive.
Prenez la même scène. Vous avez des parents qui disent à leur fils adolescent, on n'irait pas prendre un bol d'air. Et l'adolescent répond non, je préfère lire Les Misérables de Victor Hugo. Vous allez voir soudainement que le bol d'air est beaucoup moins urgent et qu'il n'y a en tout cas personne qui va diaboliser Victor Hugo parce qu'on maîtrise Victor Hugo, on sait ce qu'il y a dedans. Au XIXe siècle, les adolescents, les jeunes lisaient Victor Hugo sous la couverture parce que c'était considéré comme un roman, donc quelque chose qui n'était pas édifiant, qui les permettait, qui les stimulait dans l'imaginaire, ce qui n'était pas une bonne chose. Et donc, c'est l'adulte qui maîtrise un contenu. Et s'il ne le maîtrise pas, il le vit effectivement comme étant du temps dilué, du temps perdu. Or, l'enfant qui est devant son ordinateur, lui n'a pas le sentiment de perdre du temps. Il est simplement, souvent, c'est pour ça que je propose aux parents de connaître les jeux, de connaître les contenus et de pouvoir échanger, pas de jouer avec l'adolescent. Il n'attend pas nécessairement ça, mais au moins de savoir ce qu'il est en train de faire sur son ordinateur pour pouvoir concevoir qu'il n'est pas en train de perdre son temps. Quand vous imaginez un adulte vautré devant le Tour de France, en train de regarder Armstrong gagner une étape bidouillée à l'avance, pendant que son fils joue à Warrior. Un jeu extraordinaire dans lequel on explore des mondes épouvantables, et le père hurle sur son fils pour dire « Tu pourras arrêter de glander devant ton ordinateur, viens plutôt gagner le Tour de France avec moi. » Évidemment que l'adolescent se dit « Mais ce type, il ne comprend rien à ce que je suis en train de vivre. » C'est une forme d'exploration très stimulante, évidemment qu'il va falloir permettre aux parents de comprendre, respecter ce qu'on appelle, nous, les 3 A, c'est-à-dire l'alternance. De l'écran tout le temps, c'est pas bon. C'est de temps en temps autre chose. L'accompagnement, ne laissez pas vos enfants seuls devant des écrans, en tout cas en bas âge. Avant 3 ans, on ne peut même pas le mettre devant l'écran. Entre 3 et 6 ans, on l'accompagne. Et au-delà, on continue à s'intéresser suffisamment pour qu'ils se sentent accompagnés. Et l'autorégulation, ça veut dire n'essayez jamais de réguler vous-même, y compris le temps passé devant l'ordinateur, mais invitez toujours l'adolescent à l'autoréguler. On ne joue pas de manière à nuire son équilibre physique, par exemple. On continue à faire du sport, on continue à être en ordre par rapport à l'école et par rapport à ses heures de sommeil et à sa santé. Pour le reste, un enfant qui va jouer à l'ordinateur, c'est un enfant qui s'autostimule intelligemment. Pour autant aussi qu'il respecte différentes règles qui sont le principe de partage de règles. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre le réel et l'imaginaire. Quand on joue, on sait qu'on joue, et quand on arrête de jouer, on sait qu'on arrête de jouer. Lorsqu'il y a confusion entre les deux, c'est un des grands enjeux de la parentalité actuelle, faire en sorte que les enfants sachent faire la part des choses entre le réel et l'imaginaire. Il faut aussi qu'il y ait un principe d'ancrage dans le réel. Quand vous revenez dans le réel, il n'a pas changé. Et il faut qu'il y ait aussi, à un moment donné, un principe de séparation. L'ordinateur, c'est pour certains espaces. Après, quand je reviens dans la réalité, je n'y pense plus. Quand on respecte ces règles-là, généralement, l'ordinateur devient quelque chose de stimulant pour l'enfant et qui va lui permettre très souvent de s'échapper des stimulations que ses parents lui imposent, qui sont d'aller à gauche, à droite. Et l'enfant attend une chose, c'est de filer devant son ordinateur pour s'autostimuler dans quelque chose qui va lui donner du plaisir. Ou pire que ça, aux yeux de certains parents, alors que c'est sans doute pas aussi dramatique qu'on l'imagine, il va aller se vautrer devant la télévision. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très très mal vécu par les parents. Moi, je prescris très souvent des Bob l'éponge, par exemple. Quand j'ai des hyper parents qui viennent avec des enfants qui font une phobie scolaire, je consulte le samedi, donc pour un enfant, venir voir un psy le samedi, c'est pas très amusant. Et donc, il faut bien que je crée ce qu'on appelle une alliance thérapeutique très vite. Et donc, je vais tout de suite dire, voilà, un enfant de 10-12 ans, t'aimes bien Bob l'éponge? Oui. La plupart aiment beaucoup. Qui aime bien Bob l'éponge ici? Il y en a? Oui. Qui déteste Bob l'éponge? Il y en a sûrement qui détestent aussi Bob l'éponge. Oui, vous êtes sans doute plus un parent normal sur ce plan-là, parce que vous avez été piégé par ce qu'ont fait les concepteurs de Bob l'éponge, qui ont fait un personnage agaçant. Ils l'ont construit de cette manière-là, avec une petite voix agaçante. La voix de Bob l'éponge est énervante. Écoutez-le dans toutes les traductions, il est énervant partout. Son rire, il est immensément agaçant. Et vous avez un monde qui, a priori, est inintelligible. Si vous regardez ces 3 minutes, c'est complètement fou, ce truc. Et le but du jeu, c'est de vous mettre à distance de l'écran pour que l'enfant avale tout seul les publicités qu'il y a autour du dessin animé. Et c'est pour ça que les concepteurs se sont arrangés pour que les parents ne regardent pas Bob l'éponge. Si vous faites l'effort de regarder, et ceux qui trouvent ça amusant ont fait cet effort-là, c'est super marrant. C'est très intelligible, parce que c'est
terriblement cohérent, et vous avez des champs sémantiques, c'est terriblement constructeur pour l'enfant, qui vont s'interpénétrer. L'éponge, qui est en même temps un poisson, un ustensile de cuisine, dans un monde hyper cohérent. Seuls ceux qui regardent s'en rendent compte. Quand on prescrit un Bob l'éponge, ça a plusieurs avantages. D'abord, l'enfant se dit, tiens, ce type, c'est un alien, c'est pas possible. Il est en train de demander à ma mère de regarder Bob l'éponge avec moi. Donc l'enfant se dit, bah, c'est peut-être un psy, que ça vaut la peine d'aller le voir. Et donc on crée une alliance très rapide avec l'enfant. Et surtout, lui s'attendait à se faire engueuler, entendre encore un type en plus lui dire, tu dois aller à l'école, tu sais, parce que les apprentissages se passent probablement dans de très mauvaises conditions. C'est ce qu'on suppose lorsqu'il y a phobie scolaire. Et que le plaisir d'apprendre, ben, l'enfant ne l'a plus. Or, le plaisir d'apprendre, il le retrouve dans les dessins animés, où il apprend énormément de choses. C'est ce qu'on appelle l'éducation implicite. Ne pensez pas qu'un enfant perd son temps devant un dessin animé, il apprend énormément de choses. Si vous regardez avec lui, vous êtes en train de construire un espace positif d'apprentissage partagé. C'est beaucoup plus rentable que le devoir scolaire. Alors, je dis à la maman, vous regardez Bob l'éponge, et la semaine prochaine, vous viendrez, vous raconterez Bob l'éponge, pour que je sois bien sûr que vous les regardez. Donc, le petit garçon, alors, regarde sa maman en train de nous raconter Bob l'éponge. Ça termine systématiquement par un rire partagé. Parce que la maman finit toujours par dire, et j'avoue que c'est pas si mal. Parce qu'une fois qu'on s'intéresse à un récit, et l'enfant a besoin de plus en plus d'être consolidé dans ses apprentissages par un parent qui s'intéresse à ce qui l'intéresse lui. Si vous dites Bob l'éponge, c'est idiot, et vous essayez en permanence d'éviter qu'il regarde, vous concédez parfois parce qu'il faut bien. On dit que c'est un bon babysitter, hein, il n'est pas là pour garder vos enfants à votre place, mais c'est un excellent pédagogue, comme la plupart des dessins animés, comme la télévision, ou comme tous les écrans peuvent l'être. Ce sont de très bons pédagogues, pour autant que ce soit mis dans un espace particulier, avec de nouveau accompagnement, autorégulation et alternance. Et vous êtes dans des activités très stimulantes pour l'enfant et qui sont partagées avec un adulte. Le problème de la surstimulation, c'est lorsque on met en place des activités qui sont perçues comme étant des activités qui ont un sens pour l'avenir de l'enfant, même si dans le présent, ça ne lui plaît pas énormément. Et donc on va overbooker les enfants de plus en plus pour canaliser nos angoisses adultes, en oubliant que l'apprentissage, c'est d'abord du plaisir. Et qu'un enfant qui réussit, y compris à l'école, c'est un enfant qui préserve son plaisir d'apprendre. À l'université, on sait déjà maintenant qui va réussir et qui va échouer. Il suffit de se planter devant la bibliothèque. Si vous avez des étudiants qui viennent chercher des bouquins parce que le sujet les intéresse et choisissent les bouquins pas en fonction de leur volume, mais en fonction de l'intérêt que le bouquin a, ben vous pouvez être sûr qu'ils vont réussir, il n'y a aucun problème. Ceux qui ne viennent jamais, qui cherchent uniquement des tout petits bouquins pour les lire très vite, ceux-là poursuivent probablement les études de leurs parents. Ils rattraperont beaucoup plus difficilement leurs études parce qu'ils ont perdu ce qu'on appelle le plaisir d'apprendre. C'est le plus gros capital de nos enfants. C'est celui-là qu'on ne doit pas abîmer en surstimulant l'enfant. C'est d'ailleurs le seul élément qu'on trouve corrélé entre ce qu'on peut percevoir chez un enfant et sa réussite scolaire ultérieure, hein, son parcours scolaire et la qualité de ce parcours scolaire. Ce sont les enfants qui lisent spontanément. Si votre enfant lit spontanément des livres, ne vous faites aucun souci pour son avenir scolaire. C'est un enfant qui a un plaisir spontané d'apprendre. Et ce plaisir spontané, effectivement, va lui permettre de réaliser un parcours scolaire qui sera celui de l'enfant qui réussit, c'est-à-dire l'enfant qui garde ce plaisir d'apprendre. Que ce soit en technique, en professionnel ou en général. Hein, le principe, c'est de garder le plaisir d'apprendre en dépit de tous les pièges que l'école va jouer, les pièges que l'école tend avec la complicité de parents qui vont préférer un enfant hyper stimulé mais qui prend peu de plaisir à un enfant qui s'auto-stimule lui-même dans un registre qui lui paraît plaisant lorsque ses apprentissages sont réalisés. Je vais en rester là pour l'exposer et maintenant je propose d'échanger par rapport à ce qui a pu être dit ou par rapport aux questions que vous posez par rapport à ces déficits de stimulation de l'enfant. Voilà, je vous écoute. Je vais peut-être commencer alors pour lancer. Et si un enfant n'aime pas lire? Surtout pas le forcer. Ça veut dire que mais les enfants aiment beaucoup plus lire qu'on l'imagine, ils n'aiment pas lire ce qu'on leur impose. Ils se sont d'ailleurs tout à fait bien vengés de ce que pensaient les adultes d'eux lorsqu'ils ont lu Harry Potter. Harry Potter, c'est des grosses briques. C'est un truc difficile à lire a priori. Si on avait imposé Harry Potter, personne ne l'aurait lu. Ça a été une littérature qu'ils se sont appropriée eux-mêmes pour le plaisir de lire et qui répondait d'ailleurs
exactement à ce qu'un adolescent, à ce qu'un ado naissant attend de l'imaginaire. Vous avez toutes les règles de l'imaginaire dont j'ai parlé, eh bien vous allez les retrouver dans Harry Potter. Le partage des règles, l'ancrage dans la réalité et le principe de séparation. Tout ce qui permet, c'est probablement Harry Potter, un sorcier qui se fait des illusions. Hein. C'est un personnage qui vit des choses difficiles dans sa vie de tous les jours, et puis qui rêve qu'il est sorcier. Dans un espace séparé, quand il revient à sa vie réelle, ben, il n'a pas changé d'avoir été sorcier, il n'a rien changé dans sa vie réelle, mais il se rêve plus grand. C'est ce qu'on fait tous quand on rêve dans un espace imaginaire. Il y a toujours un moment, c'est ce qu'on appelle le principe de séparation, où on passe de l'un à l'autre. La voie 9/3, elle n'existe pas. Mais c'est le moment rituel qui vous dit, là, je passe dans l'imaginaire. Et le côté génial d'Harry Potter, c'est le monde réel d'Harry Potter est décrit de manière onirique, et de cela, il n'y a personne qui y croit. Par contre, le monde onirique d'Harry Potter, il est décrit de manière hyper réaliste. Et Poudlard, tout le monde y croit, parce que c'est hyper réaliste. Et vous avez un changement de code, hein, c'est absolument génial, mais qui montre aussi, d'ailleurs tout ça, que l'enfant est capable spontanément de s'ouvrir à une littérature assez compliquée, élaborée, et qui a un véritable volume. Donc l'enfant n'est pas réverbatif à la littérature, mais quand on lui fait lire des livres imposés, une littérature imposée, en commençant d'ailleurs, hein, comme on le voit dans le programme du secondaire, par la littérature du Moyen-Âge, pour lire Vision, il faut quand même avoir un fameux bagage littéraire. Hein. Or, on commence par la littérature du Moyen-Âge. Ça veut dire quelque chose qui va éviter, à un moment donné, de drainer trop d'enfants vers le plaisir de lire. Comme s'il y avait une sélection faite par l'école qui permet aux enfants dits de l'élite de continuer à lire. Les autres vont écrémer leur tendance à lire, un peu comme ceux qui ne supporteront pas les mathématiques, parce qu'ils auront l'impression qu'ils ne peuvent pas lire et que ça ne procure pas de plaisir. C'est pour ça d'ailleurs que dans les programmes qu'on met en place, très précoces, notamment en maternelle, on fait en sorte que les enfants aient très très vite, indépendamment de leur milieu social, qu'ils puissent avoir très très vite des livres qui rencontrent leurs préoccupations de tout petits enfants, hein, et qu'ils puissent le partager avec des parents, parce que les parents ne racontent plus d'histoires, ils ne savent plus très bien comment les raconter, donc on a sorti des livres qui s'appellent Paul le Lapin, dans lequel il y a l'histoire racontée en maternelle, l'histoire racontée en primaire, et on propose aux parents de suivre ce fil continu, parce que raconter l'histoire à son enfant, c'est lui transmettre le plaisir de lire. Hein, et beaucoup de parents ne le font plus, parce qu'on n'est plus dans l'idée du partage. On est dans l'idée de, vas-y, on surstimule l'enfant, mais dans des activités que nous, on ne réalise pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour, hein, il faut bien vivre, et donc on va les overbooker, avec l'impression qu'à ce moment-là, on remplit leur temps, mais on ne remplit pas aussi avec une histoire, par exemple, quand vous lisez, c'est toujours intéressant quand vous demandez à l'enfant, tiens, tu lis quoi? Tu racontes un petit peu ce qu'il y a dedans, voilà ce que l'enfant attend, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'il est en train de vivre, à ce qu'il est en train de lire. Et donc la littérature, c'est pas un acte isolé d'ailleurs. Les adultes ont les mêmes caractéristiques. Quand vous lisez un bouquin intéressant, la première chose à vous faire, c'est de partager à quelqu'un. Il faut que quelqu'un le lise, il faut qu'on puisse en parler, il faut créer ce qu'on appelle des espaces transitionnels. Bien, l'enfant a le même besoin, et donc l'enfant, la littérature n'est pas un acte solitaire, isolé, c'est un acte de partage qu'il doit réaliser très très vite, et de plaisir évidemment. Donc on n'impose pas un livre, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. On montre des livres, on dit l'enfant choisit, et lis celui que tu veux. Ça c'est vraiment quelque chose que l'enfant doit entendre très très tôt dans son développement. Les peurs des enfants, par exemple, on a tendance à acheter des petits livres maintenant. Si un enfant Oui. peur, c'est efficace. Très bien, les petits livres sont très efficaces. Mais tout est efficace pour vous apprendre à avoir le droit d'avoir peur. Les petits livres, dans lesquels il y a les thrillers pour l'adolescent, Scooby-Doo pour l'adolescent. Hein. Scooby-Doo, il n'y a rien de plus bête que ça aux yeux d'un parent. C'est toujours la même chose. Vous avez un clip qui se déguise en fantôme, et puis on enlève sa cape. Ah, c'était le directeur du musée. Le stéréotype du scénario est systématique, mais ça permet à l'enfant de maîtriser sa peur. Vous avez, par exemple, quand vous avez des rituels, genre Titi et Gros Minet. J'ai cru voir un Gros Minet, mais oui, j'ai bien vu un Gros Minet, etc. Ce sont des rituels que l'enfant va apprendre pour éviter de se confronter à une peur qu'il ne maîtrise pas. Et donc tout est utile pour autant que l'enfant soit autorisé à avoir peur. Donc il ne faut pas faire en sorte que l'enfant, on soustrait tout ce qui lui fait peur. Sinon il va se venger, vous savez, adolescent, il va se taper des thrillers. Hein.
parce que il n'aura pas éprouvé cette peur dans son enfance, il aura besoin de s'éprouver face à la peur. C'est ce qui explique d'ailleurs cette tendance qu'ont les adolescents à multiplier les films sur les zombies, sur les vampires, sur tout ce qui fait peur. Dans une société qui a diabolisé la relation sexuelle parce qu'il y avait le sida comme peur massive, les adolescents se sont passionnés pour les vampires. On a fait en sorte qu'ils ne puissent pas penser de la mort parce qu'on a évacué l'idée de la mort dans leur éducation, on n'en parlait pas. Les zombies sont devenus sans doute un des premiers thèmes qui est porteur de leur culture adolescente. Et donc, plus vous allez jouer avec les peurs de l'enfant, plus vous allez admettre qu'il puisse avoir peur, plus il va jouer à se faire peur. Halloween, tous ces mécanismes qu'on retrouve dans lesquels la peur est concentrée dans un espace ludique, c'est très profitable pour l'enfant, et c'est pas seulement un truc commercial. Halloween ou une fête qui a été mise c'est aussi quelque chose qui répond à des besoins de l'enfant, qui sont les besoins de se faire peur et de déboucher sur une peur qu'on aura maîtrisée et qui n'aura pas débouché sur quelque chose d'épouvantable. Mais préserver l'enfant de toutes les peurs, ça c'est à mon avis un très très mauvais signal. On est aussi dans une société de spécialistes, on travaille dans l'aide à la jeunesse, et on fait appel à nous pour expliquer à l'adolescent qu'il doit ranger sa chambre. Et on a le sentiment que le parent ne veut plus affronter son enfant, son rôle, assumer son rôle. Alors je dirais que les parents sont déboussolés, et ça on peut le comprendre. C'est compliqué d'être parent actuellement, et c'est pour ça que, étant professionnel de ce qu'on appelle le soutien à la parentalité, vous devez en principe pouvoir soutenir un parent dans qu'est-ce que je fais quand je me sens débordé, qu'est-ce que je fais quand je suis déboussolé. Est-ce que par exemple la chambre de l'adolescent, je peux la laisser dans le désordre? Oui. On peut imaginer effectivement que cet espace, qui est un territoire nouveau pour lui, parce qu'il va se l'approprier de façon différente du territoire qu'il s'approprie étant enfant, d'accord, ta chambre, t'en fais ce que tu veux. Au-delà de la chambre, tu es dans un espace qui ne t'appartient plus, mon gaillard, et là, tu respectes les règles qu'on fixe. Par exemple, une règle très efficace dans les familles, c'est le linge qui n'est pas mis dans la main à linge ne sera pas lavé. Simplement. Si l'adolescent fout son linge partout et ne le fait pas lui-même, on doit soutenir la démarche du parent qui est de ne pas laver le linge, parce que la plupart des parents finissent par craquer et disent « bon, je prends quand même, sinon ce ne sera jamais lavé ». Non, on a mis en place une règle. Une règle suppose qu'il y ait une sanction et suppose à un moment donné qu'on applique cette sanction. Si vous n'appliquez pas la sanction, votre règle est tombe. Et le rôle des professionnels du soutien à la parentalité, c'est pas de faire super nanny, ça c'est une catastrophe. C'est-à-dire la personne qui viendrait de l'extérieur, qui régule un territoire, parce que c'est facile à faire de réguler un territoire. Voilà. Et donc il faut résister à ça. Il faut résister, il faut avoir des... Et c'est pour ça qu'à l'Université de Mons, on a mis en place un certificat universitaire de soutien à la parentalité, parce qu'on pense que le soutien à la parentalité est un métier maintenant à part entière, et qu'il doit être joué par des professionnels qui savent ce qu'ils font quand ils soutiennent des parents. Parce que, très souvent, on est un peu perdu. On réagit avec son bon sens. Le bon sens ne suffit pas dans la parentalité. C'est